européens ont créé la situation dans laquelle nous sommes. On peut être en désaccord sur le projet européen, et moi je crois que c'est essentiel. Vous savez, lorsque le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 58, on avait voté ou adopté le traité de Rome en 57, quelques mois auparavant. Et on va d'ailleurs en fêter l'anniversaire dans des circonstances, bon, ils sont pas très gais. On a, et vous savez que le général de Gaulle s'était opposé au projet européen sur la défense européenne. On peut discuter éternellement pour savoir s'il avait tort ou raison, mais la question est là. Et quand il arrive au pouvoir en 58, ses conseillers lui apportent une décision à signer indiquant qu'on sort du traité de Rome, c'est-à-dire du marché commun. Le marché des 6 pays qui allaient désormais avoir un marché commun, ce que vous appelez l'abolition des frontières. Et le général de Gaulle... Le marché commun des 6, vous avez précisé. Oui, et le général de Gaulle, donc la décision c'était on en sort. Le général de Gaulle a pris son stylo et il a écrit en marge cette phrase formidable. Il a écrit non, point, ils sont forts, mais ils ne le savent pas. Tout ça parce que des hommes politiques majeurs, Mendès France avait refusé. Était un des 7 qui avait voté contre. Il était monté à la tribune pour dire que la France ne pourrait pas résister à l'Allemagne. Et je regrette de dire qu'en 2001, il y a à peine 14 ans, la France est très au-dessus de l'Allemagne. Elle vient de se réunifier, monsieur Bayrou. Et de très loin. Elle vient de se réunifier. À l'époque, tout le monde dit l'Allemagne, c'est l'homme malade de l'Europe. Elle vient de se réunifier. Et la France est dans la croissance et avec un chômage qui est au-dessous de 7%. On en rêverait aujourd'hui. Simplement, un certain nombre de décisions catastrophiques sont prises, sur les 35 heures en particulier, qui entraînent. C'est extraordinaire, il faut regarder les courbes. Les courbes, c'est... ça s'améliore jusqu'en 2001, et en 2001, ça se casse, et toutes les courbes... c'est indiscutable, vous avez raison. Le chômage, le commerce extérieur, toutes ces courbes déclinent. Moi, monsieur Bayrou, 2001, pour moi, c'est une autre date. C'est une autre date. C'est le début de la monnaie unique. Et c'est pas un hasard, pour moi. Il n'y a pas que les 35 heures. Eh bien, je crois la conjonction que des 35 heures et de la monnaie unique, c'est la nitroglycérine. Je crois que vous vous trompez l'industrie française. Sur ce point. On n'aura pas d'accord, ça veut pas dire que je me trompe. Excusez-moi de vous dire que depuis des mois, grâce à la politique que fait la Banque Centrale Européenne et grâce à M. Draghi, ce que vous appeliez de vos vœux, c'est-à-dire la baisse de l'euro par rapport au dollar, vous avez raison, se réalise, on a baissé de 15%. Vous avez raison. Et cependant... Mais d'ailleurs, ça va mieux pour les industries françaises. Oui, il y a moins de destruction d'emplois. Oui, enfin bon, il suffit de voir les statistiques. Oui, ça va. Le problème est que la France n'a pas résolu ses problèmes. Vous dites qu'elle n'a pas, comme l'Allemagne, engagé les réformes courageuses qu'elle aurait dû engager. Mais ça, c'est le lieu commun de toute la presse française. Moi, je n'ai pas le fanatisme de ces mots. Merci, moi non plus. Non, mais c'est pas ça le problème, monsieur Béraud. Et donc, moi, je pense que... Permettez-moi de reprendre la liste très vite. Éducation, ça c'est notre question. Formation professionnelle, ça c'est notre question. Situation de l'entreprise, c'est notre question. Prolifération administrative qui fait qu'on passe son temps à accabler les gens, tous les familles, d'exigences administratives, de formulaires auxquels personne ne comprend rien. Et je pourrais ainsi allonger. Ce sont les sujets français qui sont la question du pays. Pas du tout, à mon avis, la question de l'Europe, ou beaucoup moins qu'on ne croit. Mais c'est pas parce qu'il y a une question européenne qu'il n'y a pas de question française, oui, ça c'est vrai. C'est pas parce qu'il n'y a pas de question. Vous comprenez ce que je dis? Mais pour moi, la question française est première. C'est pas mal de le dire. Parce que chaque fois que vous écrivez, vous faites croire que la question est européenne. Mais elle est aussi européenne. Non, aussi. Parce que la périphérisation de la France est européenne. Mais la périphérisation, je regrette de dire... Excusez-moi. La Grande-Bretagne vient de sortir. Eh ben oui. La périphérisation de la France, elle se trouve annulée. La France devient l'un des deux... Si je peux enfin poser ma question. La France devient l'un des deux pivots avec l'Allemagne de l'avenir de l'Europe. Avec votre ami de 30 ans. Il n'empêche que le projet européen ne cesse de s'étioler dans les faits et dans les têtes, et que curieusement, c'est quand même assez absent de la campagne, par exemple, de la primaire des Républicains. Oui, trop à mon avis. C'est parce qu'aucun d'entre eux n'ose en parler. Mais moi, je vais vous en parler. Mais voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Je pense que aucun des sujets
si terribles que nous avons devant nous. Par exemple, les sujets qui tiennent au commerce international, au fait que la Chine s'est arrogée ou s'est dotée d'avantages considérables dans le commerce international et que certains s'apprêtent voudraient lui en donner plus. Par exemple, les Britanniques, qui sont en train, derrière le Brexit, il y a l'idée que la Grande-Bretagne pourrait être la tête de pont avancée en Europe. Mais Monsieur Bayrou, du commerce. Le commerce international, c'est pas l'Europe qui négocie pour tout le monde. C'est pas l'Europe qui a accepté que la Chine rentre dans l'OMC. Excusez-moi. Non, ça, c'est pas l'Europe, ça. Oui, et s'il y a des choses à changer, je suis pour les changer. Je dis pas que mais voilà, par exemple. Je dis pas que l'Europe a tout accepté. Mais en effet, voilà, certains en Europe... C'est vous-même qui l'avancez. Certains en Europe voudraient que l'on accepte tout. Mais on a déjà accepté tout parce qu'on les a laissés rentrer dans l'OMC. Oui. Ils nous ont détruit des millions d'emplois. À côté, le Code du travail, c'est de la rigolade. Oui, enfin, moi, je ne parle pas comme ça. Ils nous ont détruit, nous sommes laissés détruire des emplois. Mais à cause de l'Europe. Et ils sont dans une très grande difficulté. Cependant, les Chinois, la République de Chine se trouve dans une très grande difficulté sociale, environnementale, et elle va rencontrer de très grandes difficultés. L'Europe n'a qu'à se battre avec ses propres armes, comme les États-Unis se battent avec leurs propres armes. Mais la grande différence entre ma thèse et la vôtre, c'est que l'Europe peut se battre avec des armes, la France est désarmée. Mais la France toute seule l'Europe a été inventée pour se soumettre aux États-Unis. C'est le projet initial de Monnet. Mais enfin, c'est le b.a.-ba aujourd'hui, on le sait tous. Et c'est pour ça que les Américains, contrairement à ce que nous ont dit les centristes, ne sont pas contre l'Europe. Ils sont pour l'Europe. Vous avez écrit dans une interview récente au Figaro quelque chose qui est franchement impossible à soutenir. Vous avez écrit que ce que les États-Unis ont fait pour libérer l'Europe du nazisme, c'était pour leur intérêt de marché. Oui, eh bien, je dis que devant ceux qui sont morts chez nous, vous devriez retirer ces propos. Je retirerai rien du tout parce que c'est la réalité. Impensable que quelqu'un qui a de l'écho dans la société française, de la culture aussi, qui est marquant par ses propos, puisse aller dans le sens de la thèse la plus complotiste qui existe. Il n'y a rien de complotiste là-dedans, ils défendent leurs intérêts. Qui prétend que les États-Unis qui ont fait tant de sacrifices pour nous sauver, parce que c'est eux qui sont venus débarquer. C'est les Russes qui nous C'est pas vous. Oui, enfin... C'est pas les Russes qui ont débarqué en Normandie. Oui, mais s'il n'y avait pas eu les 20 millions de morts, ils n'auraient jamais cassé la machine de guerre allemande. S'il n'y avait pas eu... Et M. Bayrou, si les Américains nous avaient pas empêché avec les Anglais de détruire l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Franchement, l'obsession, la dérive obsessionnelle... Mais il n'y a pas aucune dérive obsessionnelle. Dans laquelle vous êtes... Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Historiquement, j'ai quand même le droit. Ce n'est pas une dérive obsessionnelle. Excusez-moi. Je ne vous insulte pas, moi. Je ne vous dis pas que votre Europe est obsessionnelle. Arrêtez. Vous ne parlez que de ça. Et on va revenir, c'est pas moi. notamment, Eric, s'il vous plaît, je vous en prie, au débat de demain qui a lieu entre les différents prétendant à l'investiture. On monte de l'étage. On monte de l'étage. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, qu'attendez-vous de ce... Oui, c'est un virage assez élégant, vous l'aurez noté, négocié. Oui, élégant, c'est une... Que pensez-vous de ce débat? Au moins, tu nous as réconciliés, t'as réussi ça. Voilà, je veux bien prendre les balles moi-même. Alors, allons-y. Que va-t-il sortir de ce débat? Qu'en attendez-vous? Voilà, c'est dit. À peu près comme moi. Je n'en sais rien. Je trouve cette primaire à bien des égards ridicule. Je suis contre, je l'ai dit, le principe des primaires. La manière dont on va faire dialoguer des gens qui vont avoir la parole 1 minute chacun. Cela dit, ça vaut peut-être mieux que le débat qu'on a vu avec Trump et Clinton. Non, mais moi je suis pas d'accord. Ah bon? Non, au moins ils s'affrontent, voilà, c'est tout. C'est peut-être vulgaire, mais ils s'affrontent.
Non, moi je suis assez d'accord avec Bayrou, là. 1 minute chacun, c'est grotesque. Voilà. Et donc, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose qui en sorte. Je pense que le débat important sera entre les deux tours, si débat entre les deux tours il y a. Entre Juppé et Sarkozy. Entre Juppé et Sarkozy. C'est vrai. Là, il y aura un débat important. Le débat du premier tour, je vois pas très bien ce qui peut en sortir. Cela dit, je souhaite qu'il en sorte le meilleur. J'aimerais bien qu'à un moment donné, on ait l'impression d'un peu d'oxygène dans la vie politique française. Ça va devenir de plus en plus délétère, là. C'est-à-dire comment une réconciliation après est possible entre des gens qui vont se castagner en étant... C'est la politique. Non, c'est plus profond que cela. On se souvient de Copé-Fillon, quand même, en 2012. C'est plus profond que cela. Moi, je ne crois pas... Enfin, je crois... tout montre qu'il y a, au sein de la droite française, un affrontement radical, au sens de racine du terme, entre deux visions, peut-être plus. Mais c'est toujours les bonapartistes et les orléanistes en même temps. Oui, enfin, je sais pas bien. Moi, je me suis jamais reconnu dans cette différence-là, parce que je ne me reconnais dans aucune de ces trois familles. Voilà. En fait. Et donc, c'est intéressant. Donc, les deux droites fondamentales, c'est intéressant. Nolo va avoir la parole, parce qu'il l'a dit. Non, mais comment tout le monde se fout de ce... On est en train de discuter de quelque chose dont tout le monde se fout. Et donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, si il pouvait se faire le miracle, vous avez dit qu'il m'arrivait de croire au miracle, que ça prenne un peu de hauteur, j'aimerais ça, de hauteur, de spontanéité, de rire, d'intelligence, d'authenticité. Mais là, c'est plus du l'ordre du miracle. Voilà. C'est carrément la résurrection. Franchement, comme moi, je ne m'intéresse absolument pas à ce débat, je voudrais quand même évoquer avec vous quelque chose qui me semble quand même plus fondamental, qui engage les valeurs de la France, celles de l'Europe. Ce qui se passe actuellement en Syrie, via la Russie. On a appris hier que voilà, M. Poutine ne se sentait pas le bienvenu, qu'il annulait sa visite. Moi, je vous demande, en tant que Français, en tant qu'Européens, quelle attitude il faut avoir avec M. Poutine, avec la Russie, qui est coupable et actrice de crimes massifs contre l'humanité et de crimes de guerre. Moi, ça me paraît quand même plus fondamental, je regrette, de briser un peu le déroulé de l'émission, que le débat entre les 7 prétendants à la primaire des Républicains. Je suis un peu... C'est une question que je trouve très lourde. Alors, on va prendre quelques phrases. Qu'il y ait aujourd'hui en Syrie des choses épouvantables, je n'ai aucun doute que c'est vrai. Que Poutine ait décidé d'entrer dans le conflit contre Daesh & Co. Oui, enfin là, c'est pas Daesh qui est bombardé, là. Hein, c'est vrai. Bon, c'est qui alors à Alep, il n'y a pas de combattants de l'État islamique dans Alep. Enfin bon, c'est les mêmes, c'est Al-Qaïda, c'est pareil. Bon. C'est pour ça qu'il a dit NCO, on est d'accord. On devrait savoir. Tout ça est vrai. Est-ce que nous pouvons entrer dans un conflit avec la Russie de long terme? Moi, je pense qu'il faut être très prudent en face de cette perspective. Je pense que la perspective historique de l'Europe, c'est d'avoir avec la Russie des relations qui soient des relations authentiques, dures, franches quand il faut, mais qui ne soient pas des relations systématiquement conflictuelles. D'accord, mais à quoi consisterait la franchise alors ? Parce que nous allons, dans cette affaire-là, faire courir de très grands risques à l'équilibre du continent européen et à l'équilibre du monde. De même que j'ai pas du tout approuvé que François Hollande annule sa visite en Pologne, parce qu'on peut pas être contre la Pologne, contre la Russie, contre l'Europe de l'Est, contre... Où est-ce qu'on va ? Non mais là ce sont des populations civiles qui sont écrasées sous les bombes. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous me dites la franchise, d'accord, mais en quoi consisterait la franchise envers les Russes ? Évidemment qu'on ne va pas aller envahir la Russie ni bombarder Moscou. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, selon vous ? Oui, je pense que l'Europe devrait avoir une présence plus concertée entre elles, et une présence qui vise en effet à des corridors humanitaires pour qu'on puisse sauver les populations civiles. Mais moi, par exemple, je n'ai jamais approuvé l'idée qui était celle concomitamment de Nicolas Sarkozy, le premier, de François Hollande, le second, et d'Alain Juppé, le troisième. Les trois étaient d'avis de bombarder la Syrie. Je considérais, moi, que c'était une folie. Il se trouve qu'il y a en Syrie une mosaïque de minorités dont les minorités chrétiennes ne sont pas les mêmes, et je n'ai pas envie de faire litière de leur existence. Monsieur. Et donc, il y a là quelque chose, nous avons mis le monde dans une situation effroyable, à la suite d'un certain nombre d'interventions, dont certaines étaient françaises,
Et l'intervention américaine en Irak. En Libye, l'intervention américaine. Je vous rappelle que je suis monté à la tribune pour soutenir Chirac alors que j'étais dans une situation assez conflictuelle avec lui, contre mes propres amis, qui tous étaient pour qu'on aille avec les Américains. Et je suis monté à la tribune pour soutenir ce refus de la France. Vous me ravissez. Et je suis... Non, c'est pas ironique du tout. Plaisanterie mise à part, là, je plaisante pas, c'est pas du tout ironique. Je ne me moque pas. C'est très sérieux. Vous me ravissez pour 2 raisons. D'abord, sur le fond, parce que, comme vous le savez sans doute, je suis tout à fait 1000 fois d'accord avec vous. Et quand j'ai pu écrire sur ces sujets-là, j'ai dit la même chose en moins bien que vous. Mais surtout, sur les conséquences qu'il faudrait en tirer. Parce que quand vous nous dites l'Europe doit avoir une position de rapprochement avec la Russie, vous parlez d'or. Sauf que l'Europe, comme vous dites, c'est-à-dire Bruxelles, fait exactement le contraire parce que l'Europe, comme vous dites, c'est-à-dire Bruxelles, est assujettie à Washington. Attends, attends, c'est important ce que je dis. Non pas la France et l'Allemagne, vous comprenez ce que je veux dire. Bruxelles, l'appareil bruxellois. Deuxièmement, quand vous nous dites l'Europe, quelle Europe? La Pologne, vous comme moi, on connaît l'histoire de la Pologne, c'est une histoire tragique, ils ont été découpés en morceaux par les Russes et les Allemands, et c'est normal qu'ils aient peur de la Russie. C'est tout à fait normal, vous êtes d'accord avec moi. Donc nous, on n'a pas la même histoire, au contraire, ça a été notre allié de revers pendant ainsi, ils nous ont sauvés en 14 donc, et en 40, donc c'est pas la même histoire. En 14, en 14, oui. On tient 17 pas... moyen. Mais en 14, on tient pas à la Marne s'il n'y a pas les Russes qui bloquent une partie de la mer. Mais bon, bref. Toi, entre parenthèses, je vais faire encore hurler Bayrou, mais quand tu dis crime de guerre, bombardement de civils, les Américains à Dresde et Hiroshima et au Vietnam, ils font je suis entièrement d'accord. Je signe où tu veux. D'accord. Bon. Donc, il y a un vrai problème qui est, l'assujettissement de l'appareil bruxellois à Washington, et 2, la différence tout à fait naturelle d'intérêt des États-nations européens, d'histoire des États-nations européens. Les Allemands font du commerce avec les Russes, enfin, vous avez compris. Je ne suis d'accord avec rien de cette dernière affirmation. La réponse peut être courte. Oui, mais elle va être nette. Voilà, courte et nette. Il n'y a pas d'assujettissement bruxellois parce qu'il n'y a pas de Bruxelles. Il n'y a pas de politique européenne. Il n'y a pas de politique bruxelloise. Il y a une absence de politique bruxelloise. Mais c'est normal, c'est leur philosophie. Non mais, alors ne dites pas le contraire. Mais si, leur philosophie c'est justement ne rien faire, le droit et le commerce. Donc on se couche devant Washington qui dirige. Excusez-moi, non. Il n'y a pas d'assujettissement, il y a une absence. Et deuxièmement, cette absence, elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'il n'y a pas de voix de la France. Parce que, sur les 2 quinquennats successifs, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy était allé à Washington dire que Chirac avait tort. Absolument. Alors qu'il était membre du gouvernement. Vous avez tout à fait raison. Dans des termes qui ont fait que, en tout cas moi, à la place du président de la République de l'époque, j'en aurais tiré les conclusions immédiates. Sur les dernières années, la France a été absente. Il ne peut pas y avoir de politique européenne s'il n'y a pas une proposition française forte. C'est-à-dire s'il n'y a pas un président de la République française, car c'est de lui que dépend la politique internationale, s'il n'y a pas un président de la République française qui sache où il va et qui ait la force ou la puissance de le dire. Et vous croyez encore dans l'Europe des 6 au temps du général de Gaulle, où l'Allemagne était coupée en 2, où c'est la France qui dirigeait? N'en déplaise à M. Zemmour, les 2 problèmes sont les crimes de guerre russes en ce moment et l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire d'une partie d'un État souverain. Mais la Crimée, ça appartient à la Russie. On ne va pas repartir dans un débat géopolitique. Messieurs, merci beaucoup, Monsieur Bayrou, d'être venu sur le plateau. Car non, vous ne faites pas ce que vous voulez. Je suis le père Fouras, transgenre, et c'est moi qui gère le temps ici, quand même. C'est le moment d'accueillir notre chroniqueur, Tanguy Pastureau, qui, alors c'est un peu ratatine